On peut commencer. Écoutez, voilà, je m'appelle Laurent Vaillet, je suis ingénieur d'application chez Mathworks. Mathworks, c'est l'éditeur de logiciels comme MATLAB et Simulink. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un de nos clients, vous raconter l'histoire d'un de nos clients qui arrivait à atteindre cet objectif-là. 90% d'émissions polluantes en moins et un temps de développement qui a été divisé par 2 grâce à nos outils, grâce à une approche qui est innovante sans être nouvelle, qui s'appelle le Model-Based Design. J'ai trouvé que c'était un bon exemple d'éco-conception d'un système complexe en utilisant des méthodes innovantes, des méthodes nouvelles. Ce client dont j'aimerais vous parler, c'est Nissan, en fait, un grand constructeur automobile. Je pense que vous l'aviez deviné avec le titre. Nissan, en 2000 ou 2001, a réussi à sortir une voiture qui s'appelle la Nissan Sentra Clean Air, qui dégage 90% d'émissions polluantes en moins par rapport à un véhicule classique. Et la particularité de ce véhicule aussi, c'est que c'est le premier véhicule qui a été certifié par un organisme américain, un organisme californien, qui délivre des certificats de non-pollution. Alors aujourd'hui, ça peut paraître assez banal, on parle de véhicules hybrides, on parle de véhicules électriques, on parle de piles à combustible, pardon. Mais en 2000-2001, c'était déjà un bel exploit de sortir un véhicule qui avait des faibles émissions de CO2 ou de particules de manière générale. Donc l'idée, c'est de vous montrer comment Nissan a pu arriver à relever ce défi-là, relever ce challenge avec des méthodes innovantes. Les challenges qu'ils avaient à relever, Nissan était assez nombreux. Le premier challenge, c'était d'être le premier constructeur à faire certifier un véhicule qui émettait de faibles émissions de polluants. Pour être le premier, évidemment, il fallait aller plus vite que les autres. Donc il fallait réduire le temps de développement. Et en bonus, pourquoi pas, minimiser les coûts et économiser le plus d'argent possible. Là, normalement, vous reconnaissez des challenges auxquels vous faites face tous les jours. En fait, ces défis-là que Nissan a eu à relever, c'est les défis que vous avez à relever ou que vous aurez à relever plus tard dans l'industrie. Et c'est des défis en fait qui sont présents dans toutes les entreprises sur un sondage qui est paru en 2008 où on a demandé à 160 entreprises qui travaillent dans la mécatronique quels étaient les 5 plus grands défis qu'ils avaient à relever. On retrouve la réduction du temps de développement, la première flèche, et on retrouve la réduction des budgets aussi. D'accord ? Donc c'est toujours les mêmes contraintes que vous aurez à relever. Et en général, pour faire face à ce type de challenge, on utilise une méthode qui est assez classique, qui s'appelle le cycle en V, pour concevoir un produit. Le cycle en V, c'est une approche assez classique où on part de spécifications d'abord, qui sont souvent écrites sous forme de papier. On va ensuite concevoir le système, le modéliser, faire des simulations. On va implémenter ce système, évidemment, sur du matériel. On va, pourquoi pas, générer du code C, par exemple, et l'intégrer sur un microcontrôleur ou des cartes ou du matériel. Et on va passer après à une phase qui est cruciale, qui est la phase de test et de validation pour vérifier que ce qu'on a conçu et implémenté, ça correspond bien aux spécifications. D'accord ? Ça, c'est le cycle en V classique, l'approche classique, on va dire, qui a certaines limitations quand même. Une limitation, c'est les spécifications, par exemple, qui sont souvent écrites sous forme de format papier, qu'il faut mettre à jour, qu'il faut communiquer, il faut garder un historique de 50 versions papier, il faut se les échanger, il faut les imprimer en réunion, c'est pas toujours évident. La conception, elle, se passe plutôt pas mal en général. Ça, c'est la phase qui est la plus simple, on va dire, avec des simulations. Quand on passe à l'implémentation, en général, on va prendre les modèles qu'on a conçus et on va les traduire en langage C ou en langage Fortran. Des choses assez compliquées, je l'ai fait moi-même. Je peux vous dire qu'on peut y passer du temps rapidement. Et après, via la phase de test et de validation, où pareil, on peut s'arracher les cheveux parce qu'on se rend compte que ce qu'on a implémenté, c'est pas forcément conforme aux spécifications. Et du coup, on va perdre pas mal d'argent parce que quand on identifie des bugs à la fin du cycle en V, ça coûte d'autant plus cher que si on les avait détectés avant. D'accord ? Voilà, ça c'est la technique qu'utilisait Nissan en fait, avant les années 2000. Et ils se sont rendus compte que c'était pas évident, c'était difficile en fait d'atteindre leurs objectifs de réduction du temps de développement et de réduction des coûts avec cette approche classique. Et ils ont dit il faut qu'on trouve un nouveau process. Et ce nouveau process, c'est le fameux Model-Based Design dont je voulais vous parler. L'approche Model-Based Design, ça va essayer de combler les limites du cycle en V en centrant en fait tout le développement du produit autour d'un modèle et en reprenant les étapes de spécification, implémentation, conception et test autour du modèle. Alors, je vous parle du modèle. Le plus simple, c'est peut-être de vous en montrer un.
un modèle de mécatronique justement, un modèle de plateforme Steward. Une plateforme Steward, c'est un hexapode en fait, qui permet, par exemple sur des simulateurs de vol, d'orienter la cabine dans les 6 degrés de liberté possibles. Donc j'ai un modèle à vous montrer. J'ai pas les logiciels, à moins que vous ayez MATLAB et Simulink. Ils sont sur le poste? C'est dommage, j'aurais dû apporter mes modèles alors. Ça tourne avec toutes les versions. L'idée, si vous voulez, donc si la démo se lance, super. Voilà, l'idée c'est de partir d'un modèle comme ça c'est un modèle Simulink qui va représenter ce fameux hexapode qu'on voit ici. La visualisation est assez sympathique. En fait, la visualisation est tirée d'un logiciel qui s'appelle SolidWorks, que les gens de Dassault connaissent bien, et vous aussi sûrement. On peut importer en fait des visualisations de SolidWorks pour que la simulation soit un peu plus sexy. L'idée, c'est de partir de ce modèle et de pouvoir lancer des simulations, de pouvoir visualiser le mouvement de l'hexapode en fonction d'une consigne bien précise. Voilà, elle va commencer à bouger. Ça, c'est la simulation du modèle. Le modèle en lui-même, en fait, c'est un modèle classique de système avec une partie physique, le plant, et une partie contrôleur avec un asservissement, une boucle de retour et une consigne. Le système physique en lui-même, il est conçu à partir de corps rigides, que vous voyez ici et là. Il est conçu à partir de liaisons, des liaisons pivots par exemple, et des actionneurs. Donc on va le construire de manière très intuitive. On va construire le contrôleur à partir d'équations mathématiques par exemple. Le contrôleur qui est là, c'est un contrôleur PID, tout ce qu'il y a de plus classique. Et on va ensuite appliquer une consigne avec le bloc de gauche, la trajectoire des jambes de l'hexapode. On va pouvoir après mesurer la position des corps, mesurer les forces à l'intérieur de l'hexapode, les couples, l'erreur par rapport à la trajectoire, visualiser tout ça. Et évidemment, lancer la simulation aussi et visualiser le résultat du modèle. Voilà, ça c'est un modèle Simulink et ça c'est ce qui est au cœur de l'approche Model-Based Design. Si vous voulez, par rapport au cycle en V classique, où on a beaucoup de spécifications papier, de choses comme ça. L'idée, c'est de partir déjà dès le début d'un modèle, d'écrire les spécifications et les prérequis dans un modèle. Un modèle, en fait, c'est des boîtes. Donc rien ne m'empêche de mettre des boîtes vides, de les relier les unes aux autres, de vérifier que j'ai bien le bon nombre d'entrées-sorties, de vérifier que mon système est cohérent. Et comme ça m'évitera à la fin d'avoir des bugs où je me dis, tiens, il me manquait une entrée au début. Là, je peux le repérer tout de suite. Ça, c'est la première étape. On travaille directement avec le modèle. Ça n'empêche pas d'avoir des documents, d'accord ? On aura toujours besoin de documents Word à côté, mais ça limite l'utilisation des documents Word, et on peut lier le document Word au modèle aussi. Ça, c'est intéressant, pour faire en sorte que l'un respecte toujours l'autre. L'étape d'après, c'est de remplir les boîtes, la conception, en fait, la simulation. Ça va consister à remplir ces boîtes-là avec des équations mathématiques, avec des composants physiques aussi, des corps, des liaisons, des choses comme ça. L'avantage de la simulation par rapport à un prototype physique, c'est que ça coûte pas cher, on peut itérer rapidement et on risque de rien casser surtout. Parce que ça coûte cher. Dans une démarche d'éco-conception, on essaie de réduire les émissions, on essaie de réduire le coût total et le coût du prototype, ça rentre dedans. Donc on remplit les boîtes pour la phase de conception. La phase d'implémentation, elle va se passer très facilement aussi. Au lieu de partir du modèle et d'écrire du code C, de recoder en fait le modèle en langage C, on va utiliser des outils qui génèrent automatiquement du code C pour vous. Ça veut dire qu'on prend n'importe quelle boîte ou le modèle en entier, on est capable de générer du code C et de l'envoyer sur un microcontrôleur ou sur une cible et d'exécuter ça en temps réel, en pilotant éventuellement l'hexapode sur lequel on a un prototype, en le pilotant à partir du modèle. Ça, on sait le faire. Et la dernière étape, c'est de vérifier en permanence que le modèle qu'on fait, le modèle, la physique, il correspond aux attentes. Et c'est vraiment facile puisqu'en fait, on a travaillé tout le long du processus avec le modèle. Donc on est sûr que le modèle qu'on a rempli, les boîtes qu'on a remplies et le code qu'on a généré, il correspond toujours à ce qu'on a fait au début. Donc on a un cycle où on peut reboucler facilement, où on peut itérer facilement, et on s'est basé sur un modèle, d'où le nom de Model-Based Design. Voilà, c'est la nouvelle approche qu'a utilisé Nissan en fait tout le long du processus.
Ils ont gagné donc le fameux certificat de l'agence californienne. Ils peuvent dire qu'ils sont les premiers à avoir fait un véhicule à faible émission de carburant. Ils ont réduit de 50% le temps de développement. Ça veut dire qu'ils ont pu passer plus de temps aussi pour tester de nouvelles approches. Et ils ont pu se rendre compte, par exemple, qu'ils n'avaient pas besoin d'autant de capteurs qu'avant. Donc, au niveau de la démarche d'éco-conception, ça c'est encore un plus, si vous voulez. Ils ont pu réduire le coût et diminuer le nombre de capteurs, donc diminuer la fabrication des capteurs et en acheter moins. Voilà, c'est ce qu'ils sont arrivés à faire. Et je vais terminer encore sur une citation de Monsieur Kakizaki, traduit du japonais, je vous l'ai mis en anglais, qui dit voilà, que le model-based design avec MATLAB et Simulink, c'est vraiment quelque chose d'efficace, qui marche bien et qui surtout leur donne un avantage sur la compétition. La compétition qui commence de plus en plus à faire du model-based design aussi, vous en doutez. Et je pense que c'est quelque chose que vous entendrez pas mal dans les stages que vous avez à faire ou dans les années à venir pour les industriels. Voilà, je vous remercie pour votre attention.